Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate IFRI TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Nord-Amérique à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, hier soir aux US, dans la nuit pour nous, a eu lieu le débat entre les deux candidats à la vice-présidence, Tim Walz côté démocrate et J.D. Vance côté républicain. Bon, il y avait moins d'enjeux que pour le débat entre Kamala Harris et Donald Trump il y a 3 semaines, mais quand même, les deux hommes représentent des courants politiques très opposés, et vous allez nous en parler pour nous dire qui a emporté ce débat selon vous. Mais commençons par le commencement, je sais que vous revenez de Washington, Laurence, racontez-nous un peu quelle est l'ambiance là-bas à quelques semaines des élections. Je l'ai trouvé assez maussade, parce que du côté des démocrates, l'enthousiasme de l'été a du mal à durer dans la longueur, puisque Kamala Harris ne dépasse toujours pas nettement Donald Trump. Et puis, côté républicain, j'ai trouvé les interlocuteurs, là aussi, un peu assombris. Ils sentent que leur champion, Donald Trump, est toujours démoralisé. Et d'un côté comme de l'autre, on ne voit pas comment prédire le résultat de l'élection, puisque les deux candidats sont vraiment au coude à coude dans les sondages. Alors, est-ce que vous pensez que le débat entre les vice-présidents potentiels a fait bouger le curseur ? Non, probablement pas. Le débat du 10 septembre entre Kamala Harris et Donald Trump, qui avait été vraiment emporté haut la main par Kamala Harris, n'a pas fait bouger le curseur. Donc on peut penser que celui d'hier soir entre Walz et Vance ne le fera pas non plus. Qui plus est, c'était le 3e et sans doute le dernier débat télévisé de la campagne. Je vous rappelle, il y a eu celui entre Trump et Biden, c'était le 27 juin, où Biden s'était complètement planté, on peut le dire. Celui du 10 septembre entre Trump et Kamala Harris, je viens d'en parler, et puis celui d'hier entre les deux vice-présidents. Pour l'instant, Trump a refusé de refaire un débat avec Kamala Harris. C'était donc possiblement hier soir le dernier événement marquant de la campagne. Et alors maintenant, qu'est-ce qui reste devant nous ? Il reste la fameuse surprise d'octobre, comme on a l'habitude d'en voir dans les élections américaines ? Oui, alors les October Surprises, ce sont des événements qui sont créés ou en tout cas révélés au public par le camp démocrate contre le camp républicain ou l'inverse au mois d'octobre, parce qu'en fait c'est le dernier mois avant les élections et donc un événement très surprenant qui intervient dans les dernières semaines pourrait potentiellement changer le cours de l'élection. Alors, on ne sait pas trop ce qui va se passer cette année en termes de surprise d'octobre, ce que fomente le premier camp et le second camp. Mais dans tous les cas, il y a tellement de votes anticipés aujourd'hui, puisque les électeurs dans certains États ont pu commencer à voter dès la fin septembre, par courrier ou même sur place, que je pense que cette histoire de surprise d'octobre est de moins en moins importante. Mais alors, surprise d'octobre ou pas surprise d'octobre, quelle est la photographie à l'heure actuelle ? Où est-ce qu'on en est sur les sondages ? Cette année, on a quand même une campagne très immobile avec des électorats qui ne changent plus. Il y a très très peu d'indécis aux États-Unis. Il faut dire que Donald Trump est tellement clivant qu'il y a plus grand monde qui ne sait pas encore ce qu'il pense de lui. On le voit d'ailleurs dans la stratégie, en tout cas côté républicain, il ne s'agit plus d'essayer d'élargir la base électorale, mais au contraire de galvaniser celle qui existe pour obtenir une participation maximale. Et donc, pour en venir au sondage, on est aujourd'hui à des intentions de vote de 49% pour Kamala Harris contre 46% pour Donald Trump. Alors, 3 points de différence, c'est pas mal, mais c'est pas assez pour que Kamala Harris, la démocrate, l'emporte, parce que, comme vous le savez, il y a une distorsion du suffrage aux États-Unis qui est créée par ce système de suffrage indirect avec le collège électoral. Tout dépend en réalité de la répartition des électeurs dans le pays, dans les différents États. Et là, si vous permettez, Romain, je voudrais faire un mot sur les sondages. Vous savez, depuis le début de ce podcast, je vous cite régulièrement 538, cette plateforme d'agrégation de sondages. Elle a été créée en 2008 par un génie de la prédiction des algorithmes, un génie des mathématiques, qui s'appelle Nate Silver. Il a commencé sa carrière en faisant des prédictions sur les résultats de baseball et sur les résultats au poker. Et puis ensuite, il est passé à la politique. Eh bien, sa plateforme 538 avait été rachetée par Disney en 2014 et confiée à la chaîne ABC un peu plus tard. Or, il y a quelques années, Disney et ABC ont restructuré toute l'affaire et Nate Silver a choisi de quitter 538 en mai 2023. Depuis, il estime que la qualité du modèle de prédiction de 538 n'est plus aussi bonne.
Et d'ailleurs, il a recréé une nouvelle plateforme pour poursuivre ses analyses politiques, son propre blog qu'on trouve sur Substack et qui s'appelle, attention, The Silver Bulletin. Silver Bulletin, c'est aussi un jeu de mots sur Silver Bullet. Silver Bullet qui est la balle en argent et qui est une figure de style en anglais pour dire une solution miracle. La balle en argent qui est censée être la seule solution pour tuer un loup-garou. Et c'est de là que la solution miracle vient. À cuistre et demi, Laurence. Mais continuons. Vous allez donc changer de cheval, si je peux dire. Et maintenant, vous allez nous citer le Silver Bulletin à la place de 538. Vous verrez bien ce que je raconte dans les prochains épisodes. Mais plus largement, il y a un problème autour des sondages aujourd'hui. Tous les sondagistes le disent, en tout cas aux États-Unis, c'est que on ne sait plus très bien qui interroger parce que les gens n'ont plus de téléphone fixe. Alors, est-ce qu'il faut les joindre par portable? Est-ce qu'il faut les joindre sur leur ordinateur avec des échanges par mail? Qui va répondre à ce type de sondage? Ce ne seront pas forcément les personnes les plus âgées. Et donc, il faut reconstituer des cohortes de personnes qui acceptent de répondre et qui sont représentatives de la population qu'on cherche à interroger. On va donc continuer à regarder les sondages, peut-être donc le Silver Bulletin, mais il y a une autre possibilité dont on parle de plus en plus, c'est de se tourner vers les sites de paris en ligne, comme par exemple Polymarket. Les sites de paris en ligne comme le tiercé? Oui, le principe, c'est qu'on n'interroge plus les gens sur la personne pour laquelle ils souhaitent voter dans l'élection, mais on interroge ces sites sur lesquels les gens viennent parier sur le résultat qu'ils pensent le plus probable. Alors ce matin, 2 octobre, sur Polymarket, on voit que les parieurs en ligne attribuent des chances de victoire quasi égales à Trump et Harris, 49% pour lui, 50% pour elle. Il parie en même temps que Kamala Harris a 75% de chances de remporter le vote populaire. Qui, encore une fois, ne suffira pas, puisqu'il y a le jeu des grands électeurs qui introduit une distorsion entre le vote populaire et le vote in fine qui fait remporter la présidentielle. C'est ce que vous avez expliqué. Exactement. Mais devinez maintenant qui est devenu conseiller pour cette firme de paris en ligne Polymarket. Puis-je émettre l'hypothèse que ce soit Nate Silver? Mais exactement, Romain, je vois que vous suivez de très très près ce que vous dites, Laurence, ce que vous dites toujours. Ok, mais revenons au débat d'hier soir. Comment ça s'est passé? Tim Walz et J.D. Vance se sont affrontés sur tous les grands sujets, l'immigration, le 6 janvier 2021, et puis évidemment la situation en Israël et à Gaza et le rôle que les États-Unis doivent jouer ou ne pas jouer dans cette nouvelle crise. Alors j'ai trouvé les échanges très réglo. Vance était très courtois et très clair, pas du tout comme il est dans ses meetings MAGA aux côtés de Trump. Et j'ai trouvé Walz moins à l'aise, faut dire qu'il a moins l'expérience de ces débats télévisés. Walz moins à l'aise, c'est-à-dire que le camp démocrate est à la peine? Oui, et il a un certain nombre de faiblesses dont il n'arrive pas à se sortir malgré tout l'enthousiasme et toute la joie de vivre de la candidate démocrate Kamala Harris. Les démocrates, on le voit dans tous les cycles électoraux, continuent à être perçus par l'électorat comme moins crédibles sur l'économie, sur l'immigration et sur la sécurité internationale. Je reviens sur la situation en Israël et à Gaza. La dégradation que l'on voit ces derniers jours est une très mauvaise chose pour les démocrates parce que leur électorat est particulièrement divisé sur ce sujet, avec une aile modérée qui est très attachée à l'alliance avec Israël et une aile plus à gauche, plus radicale, qui est clairement pro-palestinienne. Ça, c'est pour les démocrates en général, mais Kamala Harris, est-ce qu'elle a des faiblesses particulières, elle? On le voit auprès de 2 électorats en particulier. Elle fait de mauvais scores chez les hommes blancs non diplômés. Alors ça, on pouvait s'y attendre. Mais elle fait aussi des mauvais scores chez les jeunes hommes noirs, ce qui est plus étonnant. Et comment est-ce que vous l'expliquez, ça? Les jeunes hommes noirs sont peut-être un peu plus machistes que la moyenne. Ils sont, on l'a vu récemment, plus conservateurs que la moyenne, notamment sur les questions d'homosexualité ou de genre. On peut avancer l'hypothèse que finalement, dans cette élection, le prédicteur principal du vote, c'est le niveau de diplôme. Que ce soit donc chez les hommes blancs non diplômés et chez les jeunes hommes noirs qui sont statistiquement moins diplômés que les autres catégories de la population. Et c'est très embêtant pour la candidate démocrate parce que ces électeurs non diplômés sont particulièrement nombreux en pourcentage dans les États flottants, vous savez, ces 6 États dans lesquels on ne sait pas encore très clairement si ce sont les démocrates ou les républicains qui vont l'emporter. Je vous les cite, Nevada, Arizona, Michigan, Wisconsin, Pennsylvanie et Géorgie. Si je vous suis bien, Laurence, vous nous dites que, in fine, c'est Trump qui gagne.
Écoutez, Trump a traversé une période de doute cet été après le retrait de Biden. Ce moment de démoralisation est peut-être passé, c'est ce qu'on va voir encore dans les quelques semaines qui restent. Mais pour être très honnête, il est absolument impossible de prédire quoi que ce soit aujourd'hui. En tout cas, une chose semble sûre, c'est que Trump a déjà signalé qu'il n'accepterait pas le résultat de l'élection s'il perd. Est-ce qu'il faut s'attendre à un nouveau lancement de ses troupes sur le Capitole ? Pour le coup, on peut être un peu plus rassuré sur ce plan-là, parce que si jamais il lance effectivement ses troupes contre le Capitole comme en janvier 2021, le jour de la certification des résultats, le 6 janvier, eh bien à ce moment-là, les démocrates tiendront encore les rênes du pouvoir fédéral. Ils les tiendront jusqu'au 25 janvier, le jour de l'investiture du nouveau président. Et donc, ils pourront alors maintenir l'ordre, appeler la garde nationale, ce que Trump n'avait pas fait tout de suite le 6 janvier 2021. De plus, les meneurs de cette fameuse insurrection sont aujourd'hui, pour les plus dangereux d'entre eux, en prison. Donc vous pariez pour la stabilité institutionnelle, Laurent, c'est ça, en cette période d'incertitude, c'est un réconfort puissant. Un autre motif de réconfort, c'est que, quoi qu'il arrive en novembre prochain, que Trump perde et disparaisse tout de suite ou qu'il fasse un second mandat qui le mène jusqu'en 2028, c'est son dernier tour de piste. Et après, on peut espérer, en tout cas je pense que c'est possible, on peut espérer voir le Parti républicain commencer à se recentrer parce qu'il n'y aura pas d'autres personnages aussi puissants et extrémistes que Trump dans le parti. Voilà qui nous amène bien loin, Laurence. On aura le temps de vérifier ces conjectures ou pas dans les semaines qui viennent. Je vous remercie en tout cas de cet avis éclairé et revenant de Washington. Je vous laisse rattraper votre jet lag et on se retrouve la semaine prochaine. Merci Romain, à la semaine prochaine. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.